Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'exposé suivant par le docteur Philippe Le Sueur, qui est psychiatre et chef du service transdisciplinaire du centre de Bouffémont, avec son équipe, je crois, si j'ai bien compris. Donc, approche transdisciplinaire des tentatives de suicide par précipitation. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis présent sur l'estrade avec deux infirmières du service, l'une de jour et l'autre de nuit, qui interviendront tout à l'heure. Et puis il y a Philippe Lemarchand qui est là, qui est l'autre médecin psychiatre du service qui est dans la salle. Donc si vous avez des questions après, vous pourrez venir nous les poser, on sera là. Alors, pour entrer assez rapidement dans le sujet, j'ai commencé par deux images. La première, c'est une chanson de Félix Leclerc, qui était donc un chanteur québécois qui est décédé il y a un certain temps maintenant. Et sa chanson, c'était le Train du Nord. Et c'est l'histoire d'un homme qui était dans un train qui allait à vive allure et qui voulait débarquer. Et la question, c'était que, en plus, c'est embêtant quand vous êtes le conducteur et que cette question-là se pose. Et surtout que lorsque dans ce train-là, il n'y a qu'un seul passager et que vous êtes le conducteur. Et donc, vous vous retrouvez tout seul dans votre train. Donc l'image, c'est un peu celle du train de la vie et celle de la solitude un peu. Et comme disait Philippe Leclerc, imaginez pour voyager si ce n'est pas une petite douleur, donc de se retrouver tout seul dans sa vie. Et la deuxième image, c'est qui renvoie ici à la problématique de la solitude. Et à un moment donné, c'est vouloir quitter cette solitude parce qu'elle n'est pas viable, parce qu'elle est trop douloureuse. Et donc c'est la tentative de suicide. Et comme ici, on va parler de précipitation, des tentatives de suicide avec pronostic vital mis en jeu. Et puisqu'on en parle comme étant des tentatives de suicide, c'est-à-dire que le suicide n'a pas fonctionné. Et la deuxième image, je l'emprunte un peu à la mythologie des Grecs. C'est les moires, c'était trois sœurs qui représentaient la destinée humaine. L'une de ces sœurs, elle tient le fil, c'est la première. La troisième, elle le met sur le métier, elle dirige la destinée des humains. Et puis la troisième, au milieu, on va peut-être pas tellement bien, mais elle a des ciseaux et elle peut couper le fil. Donc, il est dit que ce serait l'origine de cette expression « la vie ne tient qu'à un fil ». Effectivement, donc, dans la mythologie, les moires, en plus, elles avaient une position au-dessus des dieux. C'est-à-dire que même les dieux ne pouvaient pas intervenir sur la destinée des humains, sauf à changer l'ordre du monde ou l'ordre des choses. Et là, c'est un peu la question auquel tout d'un coup vont être confrontés nos patients qui, ayant fait un acte grave, sauter par la fenêtre, se balancer sous un train, sous un métro, etc., et qui tout d'un coup vont se retrouver réveillés, toujours vivants. La destinée, c'est quoi, comme ils disent les jeunes, c'est quoi mon destin, moi? Alors, quelques définitions. L'approche transdisciplinaire, donc on en a parlé un petit peu ce matin. La différence entre trans et pluridisciplinaire, c'est juxtaposition de disciplines, de différentes disciplines, dans une optique de complémentarité. C'est-à-dire un même objet va être vu d'une manière juxtaposée, complémentaire. Alors que la transdisciplinarité, elle est faite pour aborder les objets complexes qu'une discipline seule ne pourrait pas voir ou appréhender, en tous les cas d'une manière pertinente. Et donc, associer plusieurs disciplines et avoir un regard partagé, un regard trans qui traverse, va permettre d'essayer d'aborder ces complexités. Donc, le principe du service a été basé là-dessus, donc son nom, mais c'est quelque chose qui finalement existait bien avant ce service qui est ouvert il y a 25 ans maintenant, puisque c'est le propre même du soin-étude qui est une des marques de la Fondation, c'est l'articulation du soin et des études qui est au-delà de la juxtaposition, qui est comment l'un s'appuie sur l'autre et réciproquement. Un petit mot sur justement les tentatives de suicide par précipitation. Donc, précipitation soit d'une hauteur, soit devant un objet en mouvement. Donc ce sont des polytraumatismes importants. Nous, on a regardé, la collègue rééducatrice avait regardé sur 2 années l'ensemble des patients qu'elle avait vus. La moyenne de ces 6 fractures ou lésions par patient. Donc effectivement, il y en a qui en ont peu, mais il y en a qui en ont beaucoup, beaucoup plus. Systématiquement, pronostic vital en jeu, et une caractéristique aussi qui va être importante pour les soins par la suite, c'est la succession des temps de soins qui vont avoir des enjeux différents. Effectivement, donc, la personne, quand elle se précipite d'une hauteur ou devant un train, il va y avoir les pompiers qui vont arriver, le SMUR, le SAMU, puis après, ça va être le transfert en réa, la MCO qui va intervenir, la chirurgie, et puis petit à petit, l'orientation vers les soins de suite médicalisés, c'est-à-dire le moyen séjour, et notamment pour nous, en l'occurrence, les soins de rééducation fonctionnelle. Alors, si juste un petit peu, ça c'est les caractéristiques des patients. Donc, vous voyez que dans les 3/4 des cas, il y a une fracture des membres inférieurs. 3/4 des cas, il y a une fracture de colonne vertébrale. 1 cas sur 2, un bassin.
à peu près autant pour les membres supérieurs. On a peu de lésions cérébrales parce que c'est en quelque sorte une non-indication du service quand il y a des lésions cérébrales trop importantes, puisqu'on n'a pas le dispositif de soins en termes de plateau technique au niveau qui sera suffisant en termes de neuropsycho, d'orthophoniste, etc. Mais c'est un réel problème pour ces patients, là en l'occurrence. Juste des chiffres. Alors, en gros, les tentatives de suicide par précipitation, c'est 10% des décès par suicide. C'est un peu plus important chez la femme que chez l'homme. Une des caractéristiques du suicide par précipitation, c'est qu'il y a en gros autant d'hommes, voire autant de femmes que d'hommes, voire même un peu plus de femmes. C'est une modalité un peu plus féminine que masculine. Alors, les hospitalisations en MCO, c'est-à-dire ceux qui ne décèdent pas de cette modalité-là, en France, en gros, c'est 5 par jour. Patients sont hospitalisés suite à une précipitation. Et dans un cas sur 5, c'est un adolescent. Donc, un adolescent par jour est hospitalisé en France suite à une tentative par précipitation. Là, je vous montre, c'est les chiffres pour l'Île-de-France, qui nous ont fournis donc, par l'ex-INVS, le docteur Chanchi, avec qui on est en contact. Et donc, c'est l'évolution depuis 2004 à 2015 du nombre de patients hospitalisés en fonction des tranches d'âge. Donc, en bleu, c'est en dessous de 15 ans. Et la ligne verte, c'est les ados, jeunes adultes, 15-24, et j'ai mis 25-30-40 pour la ligne rouge. Donc, vous voyez que alors, on a l'impression que ça augmente d'année en année. C'est une question qui est posée, qu'on s'est posée avec le docteur Chanchi. Il y a probablement un effet qui est dû au fait qu'il y a un meilleur report des diagnostics associés, parce que donc ça, c'est diagnostic associé X80, c'est précipitation d'une hauteur, et 81, c'est devant, c'est métro, train, etc. Mais ceci étant, c'est quand même, ce qui est inquiétant, c'est la courbe en dessous des 15 ans. Celle des ados, je crois que ça ne diminue pas. Ça, c'est plutôt en plus, les demandes qu'on a actuellement, il y a quand même des cas qui sont assez étonnants. Et puis, bien sûr, dans les populations plus âgées. Et là, nous, dans le service, on s'arrête à 30 ans. Donc, au-dessus de 30 ans, il n'y a personne qui prend en charge ces patients-là de manière, on va dire, optimale. C'est un euphémisme. Alors, le service transdisciplinaire, donc je vous l'ai dit, 25 ans. Donc, en gros, on a reçu, depuis cette époque, 1000 patients dans le service. 15-35 ans, je viens de vous le dire. L'indication, c'est tentative de suicide, c'est après la tentative de suicide, au sortir de la chirurgie, nécessitant une rééducation fonctionnelle intensive. La durée de l'hospitalisation, et ça c'est fondamental, le premier point, c'est qu'elle est dictée par la MPR. Alors pour nous, les psychiatres, c'est un temps de soins. Alors c'est assez intriguant parce qu'on n'est pas habitué. D'habitude, les psys, on est un peu autonome, puis les troubles psy, généralement, c'est pour la vie. Donc en gros, on a des temps de soins très longs, avec des modalités fluctuantes. Là, c'est un temps qui ne nous appartient pas en quelque sorte. Et l'image du train là, de Félix Leclerc, elle m'est venue aussi pour cela, parce que ce temps qui est long pour nous va nous permettre, en gros, d'avoir une vision assez détaillée, comme à la loupe, de ce qui va se passer. C'est un peu par rapport au train, c'est comme vous êtes sur le quai, vous voyez les trains qui passent, vous dites tiens, il y a un passager dedans. Le train, il repasse le lendemain, tiens, il y a toujours un passager. Donc c'est tous les coups comme ça. Et là, on monte dans le train. En fait, nous, les psychiatres, dans ces cas-là, on monte dans le train et on va pouvoir aller de wagon en wagon pendant tout le trajet du train. Et ça, c'est complètement différent. Donc la prise en charge, donc la médiane, c'est 3 mois et demi. En gros, il y a la moitié des patients, c'est en dessous de 3 mois et l'autre moitié, c'est au-dessus. La moyenne est de 5 mois, c'est-à-dire ceux qui restent plus de 3 mois restent généralement assez longtemps. Généralement en rapport avec les lésions, bien sûr, compliqué bien souvent avec le trouble psychiatrique. Je ne parle pas des diagnostics, sachez que quand même un patient sur 2, c'est un trouble psychotique qui peut être débutant. Une première bouffée délirante, on peut l'avoir 24 heures après le début de la bouffée délirante. Tout comme certains accès dépressifs ou mélancoliques, on peut avoir la mélancolie qui débute et dans les 24 heures, le patient fait sa TS sur des thèmes mélancoliques. Donc ça peut être très rapide. Alors, l'équipe du ST, c'est service transdisciplinaire, excusez-moi. En gros, 3 catégories. Il y a ceux qui font que de la psychiatrie, c'est les psychiatres et le psychologue. Il y a ceux qui font que de la rééducation, c'est le médecin rééducateur. Et les collègues du plateau technique que j'ai mis ici en pointillé parce qu'on les partage avec les 2 autres services de rééducation du centre Jacques-Arnaud à Bouffémont. Et puis, il y a des collègues qui sont impliqués directement dans les soins à la fois psychiatriques et à la fois somatiques, notamment les IDE,
donc les infirmières, avec le cadre, la cadre infirmière, l'ergothérapeute, l'assistante sociale et la secrétaire qui sont en charge. Donc là, je passe la parole à aux deux infirmières d'ailleurs, qui vont raconter un peu comment elles travaillent, leur prise en charge dans le service. Célia. Donc, j'ai fait un petit point donc, sur notre rôle dans ce service. Donc, dans ce service, nous sommes 3 infirmières le matin, 3 infirmières le soir et 2 infirmières de nuit. Il n'y a pas d'aide-soignante, donc nous faisons les soins de nursing. Nos soins infirmiers consistent en une prise en charge globale du patient, c'est-à-dire soins d'hygiène, techniques, soins relationnels, un accompagnement permanent dans tous ses déplacements en dehors du service. Nous assistons au staff d'équipe, nous sommes présentes aux consultations somatiques et entretiens psy. Nous participons à la transmission de toutes ces informations auprès de nos collègues paramédicaux. Notre prise en charge comprend des temps forts qui permettent, en tant qu'infirmière, de créer du lien, mettre en place une relation de confiance et pouvoir à la fois prendre en charge l'état somatique et psychique du patient. À l'entrée, l'état somatique est souvent mis au premier plan, puis au fur et à mesure de la prise en charge, l'état psychique revient au premier plan. Donc ces temps forts sont, premièrement, la consultation de préadmission. Donc on a un premier contact dès l'arrivée du patient avec l'ambulance. Donc nous l'accueillons à 1 ou 2 infirmières, nous l'installons sur le brancard. Ensuite, c'est une seule infirmière qui participe à la consultation de préadmission avec tout le reste de l'équipe, donc c'est-à-dire psychiatre, le médecin rééducateur, l'assistante sociale et la cadre de santé. Ce premier échange va permettre au patient d'avoir un repère lors de son arrivée dans le service. Ah, mais c'était vous à la préadmission, donc voilà, ça permet ce premier contact. Le deuxième temps fort, c'est l'entrée du patient. Donc à son arrivée, on prend le temps de l'accueillir. On fait un premier entretien infirmier, on fait un inventaire des affaires, un premier temps d'écoute, de questionnement et aussi de réassurance. Les patients sont souvent inquiets, ils viennent de changer de lieu. Ils prennent conscience aussi qu'il va y avoir une double prise en charge et se demandent souvent comment ça va se passer. Le troisième temps, c'est les soins. Donc ça comprend à la fois donc, les soins de nursing, mais les soins somatiques aussi souvent invasifs. Donc ce temps qui est très important dans notre prise en charge. On rentre en fait dans l'intimité du patient. Les barrières tombent au fur et à mesure. Ce soin permet de mettre en place une relation de confiance. C'est aussi un temps d'écoute, d'échange, pendant lequel les patients évaluent nos attitudes, nos réponses, nos mots face à leur discours. Ils évaluent nos réactions face à leur état physique, un corps abîmé, voire avec des membres en moins, des pertes de facultés. Les infirmières travaillent l'image de soi, le respect de ce corps. Les patients ont peur d'être jugés par les soignants. Ce soin permet donc de tisser du lien, comme un temps d'apprivoisement. Le patient est rassuré par la prise en charge et peut ensuite verbaliser ses inquiétudes, parler de son histoire. Pour nous, infirmières, ce soin permet d'introduire du soin psy en réalisant des entretiens informels. Pour cela, je vais passer la parole à ma collègue Séverine, qui, elle, travaille de nuit. Donc c'est pareil, c'est un autre contexte. Oui, donc la particularité des soins dans ce service de nuit, on se doute que la nuit, la dimension relationnelle prend vraiment tout son sens. Enfin, le travail n'est pas le même que dans la journée, on ne fait pas le même accompagnement. Les patients sont souvent très angoissés la nuit. Il y a une remontée des angoisses de ce qui s'est passé dans la journée, la visite des familles, les soins, etc. Donc, ils peuvent être amenés à être en demande d'entretien. Donc, il nous arrive de faire aussi des entretiens, même la nuit, et donc de les retransmettre à l'équipe de journée, à l'équipe médicale. Voilà. Le quatrième temps fort, c'est les accompagnements. Donc, accompagnement en kiné ou en cours. Au début, nous accompagnons les patients dans tous leurs déplacements hors du service, en individuel ou avec d'autres patients. Cet accompagnement est évolutif lorsque l'état physique le permet et qu'au niveau psychique, le médecin est plus rassuré. Le patient peut ensuite se rendre seul à ses activités. Cet accompagnement est un temps d'échange, d'écoute, soignant-patient ou entre patients. Le cinquième temps, le repas thérapeutique. Qu'il soit au salon ou au self,
Ce sont aussi des soins qui évoluent selon la prescription médicale et l'avis de l'équipe. C'est donc aussi un temps d'échange. Ce soin permet aux patients de créer un lien avec les autres patients du service. Cela nous permet aussi d'évaluer les interactions entre eux. En début d'hospitalisation, souvent, le contact est difficile avec les autres patients. Peur de la maladie de l'autre, discours ambivalents. Donc, entre guillemets, moi, je n'ai pas voulu sauter, mourir, je ne suis pas comme eux. Puis, au cours de l'hospitalisation, avec ces moments réguliers de partage, le contact entre les patients devient plus facile. 6e temps, les entretiens médicaux. Ce temps d'échange privilégié entre le patient et son médecin, la présence systématique de l'infirmière peut déranger le patient et doit expliquer comme une présence faisant tiers est nécessaire à la prise en charge, à la continuité des soins et au double rôle infirmier, pour les soins somatiques, soins psy. Le 7e temps, le temps de la réadaptation. Le temps de la réadaptation est long, difficile, douloureux, intense en présence infirmière, avec des périodes de progression et parfois d'absence de récupération et de découragement. L'infirmière est alors là pour apprendre les gestes d'autonomisation, pour encourager les efforts et redire les consignes pour pouvoir progresser. Ce temps est variable selon les atteintes somatiques et l'amélioration de l'état psychique qui influence beaucoup. Il mène à l'autonomie et au détachement progressif du soignant. Ces temps permettent tout au long de l'hospitalisation, de quelques mois à parfois 2 ans, d'évaluer en temps réel l'état psychique et l'état physique, de faire des liens entre eux et surtout d'arriver à créer une relation, un lien de confiance avec le patient. La prise en charge infirmière, avec ce temps de présence soignante auprès du patient, permet d'évaluer l'influence constante du somatique et du psychique entre eux pour adapter ou réévaluer les traitements mis en place. Enfin, n'oublions pas l'importance des échanges relationnels entre tous les acteurs de la prise en charge du patient, c'est-à-dire kinésithérapeute, ergothérapeute, assistante sociale, secrétaire, médecin psychiatre, médecin rééducateur, ASH, agent d'accueil, cadre de santé et psychologue. Pour finir, le temps de la sortie. Donc c'est un temps très important. La prise de conscience pour le patient qu'il est temps de sortir est souvent dure à vivre. Ce service est souvent perçu comme un cocon et cela génère alors des inquiétudes, angoisses du monde extérieur. Pour exemple, Madame M. Lors de son séjour, nous avions peu de contacts, de relations lors de son hospitalisation. Malgré les accompagnements, la patiente verbalisait peu, mais arrivait à parler un petit peu plus en entretien psy. Sa sortie est programmée suite à la fin de sa rééducation. La veille de partir, dans la nuit, la patiente paraissait angoissée. Un entretien idée informel a été réalisé. La patiente verbalise alors des angoisses importantes face à la sortie, a donné des éléments de son histoire qu'elle n'avait jamais dit auparavant. La patiente a pu s'ouvrir en fin d'hospitalisation. Il a été décidé de repousser la sortie. Merci. Voilà, donc c'était mesdames, donc Céline Carrera et non, j'inverse le prénom. Et Séverine et bon, je vais vous dire à la fin. Alors, bon, non, mais en plus, on m'a demandé d'accélérer beaucoup. Je devais finir à 5 et je suis mal parti. Donc, le fonctionnement, je ne reviens pas dessus parce que donc, nos 2 collègues ont très largement décrit. Il y a beaucoup d'interactions entre nous, on se parle beaucoup, on est obligé d'échanger à la fois ce qu'on voit et à la fois ce qu'on fait, et il y a une transmission temporelle en même temps. Donc, pour rentrer un peu dans les problématiques, je vais l'étayer assez rapidement donc à partir de verbatim de patients. Premier verbatim, c'est une patiente qui un jour a dit, à la fin, quelques mois après sa sortie, « Mon corps, c'est avec lui et pour lui que je vis ». Je l'avais vue en préadmission. À la préadmission, elle avait dit c'est pas une TS, j'étais accroché à la rambarde, je voulais faire semblant de me suicider et ma main a lâché. Et là, elle dit à la fin mais elle dira et j'ai lâché. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit mon corps, c'est avec lui, pour lui que je vis. Et ce qui se raconte ici, en gros, c'est à un moment donné comment
c'est la thématique d'ailleurs de la table ronde, là, comment à un moment donné le psychique attaque le corps, comment à un moment donné il faut se débarrasser du corps pour arriver à essayer de se débarrasser de soi. C'est comme s'il y avait une sorte de dissociation en fait entre le corps et l'esprit. Et donc, les enjeux qui vont suivre la tentative de suicide, ils vont être scandés par donc, les rythmes que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la survie, c'est le ne pas mourir, c'est le premier truc, et c'est ce qui se passe avec le SAMU. Le retour à la vie, ça va être le réveil en réanimation. La reprise de la vie, ça va être la recherche de l'autonomie. Et à tous ces temps-là, il va y avoir des petits moments qui vont faire qu'à un moment donné, le corps et l'esprit vont pouvoir se réunifier. Et tout au long du parcours, il se passe des choses. Alors, par exemple, les patients, ils vous diront, pour ceux qui se souviennent après la chute, de la chute elle-même, c'est rare, mais certains ils se souviennent du cri, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui apparaît, un voisin ou un parent, et le regard effrayé ou le regard douloureux. Le réveil en réanimation, c'est pareil. Tout d'un coup, ils se réveillent, ils sortent du coma, et là, qu'est-ce que je fais là ? Je me rappelle, il y a des trucs qui viennent, et tout d'un coup, ils voient l'entourage, la famille qui est là, avec un visage à la fois réjoui de les voir vivre, en même temps très douloureux, parce qu'ils sont très tristes de ce qui a pu arriver. Et donc, il y a les premiers regards qui arrivent, et c'est extrêmement important que ça puisse être repris, ou pris d'ailleurs le plus tôt possible par les collègues qui font la psychiatrie de liaison dans les services de MCO, et c'est fondamental le travail qu'ils font. Et nous, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir retravailler après avec les patients, ces premiers liens, ces premiers retours, moments qui vont montrer que finalement la solitude, il n'était pas finalement complètement seul. Les risques, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le clivage corps-esprit, c'est-à-dire si on fait le temps de la rééducation, puis après on ferait la prise en charge psychiatrique, le risque ce serait d'abord que tous ces éléments qui sont très présents et qui sont juste dans l'après-coup sont fondamentaux à être repris et non pas mis de côté parce qu'ils ne seront jamais ressortis. Et ça serait tout le travail pour le déni, c'est tous les ingrédients pour le déni de l'ATS qui dirait non mais attendez, souvent d'ailleurs des patients arrivent qui disent moi ce qui compte, ça je ne veux plus y penser, maintenant ce que je veux c'est récupérer. Et du genre mais maintenant j'ai compris, je ne recommencerai plus, etc. Ça c'est le déni. Donc l'enjeu principal, ça va être ce travail dans la continuité, à la fois dans le temps des différents temps de soins, mais à l'intérieur du service. Et c'est une approche parallèle et que je dis en même temps qui est synchrone des améliorations. C'est-à-dire que les mouvements de lutte pour aller s'améliorer, pour récupérer physiquement, c'est des mouvements psychiques qui l'accompagnent. C'est ce qu'on a appelé ce matin les collègues de l'éducation nationale qui parlaient de la motivation, quoi. Bon. Et la motivation, elle est psychique. Il y a quelque chose de psychique là-dedans. Mais la motivation, de temps en temps, elle peut être trop importante. Ça peut être une forme de déni, de compensation, de surexcitation qui dit je vais m'en sortir, de manière à oublier tout ça. Donc il y a tout un travail de pondération et de travail autour de cette articulation entre les mouvements psychiques et les mouvements physiques. C'est ce que Philippe Jamet d'ailleurs avait appelé à la réflexion sur ce service-là, la médiation fonctionnelle forte. C'est-à-dire, c'est comment le psychisme influe sur le physique, qui influe en même temps, le mouvement physique influe sur le psychisme. Deuxième verbatim, maintenant je me rends compte à quel point je devais souffrir pour en être arrivé là. Et ça, c'est la confrontation. C'est la confrontation. Alors au début, il y a le corps, donc ça, ils ont bien compris le coup du corps, avec l'AREA, avec tous les tuyaux, etc. C'était assez bizarre, il y a beaucoup de souffrance, puis la chirurgie. Et puis là, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des douleurs qui vont peut-être rester, il y a peut-être des séquelles qui vont arriver, il y aura peut-être des handicaps qui vont voir. Et si ce n'est pas sur eux, de toute façon, ils le voient avec les autres patients du service. Un tiers des patients du service ont un syndrome neurologique, c'est-à-dire quitteront le service en fauteuil roulant ou avec des gros appareillages. Et après, c'est le regard sur soi. Et là, nous, les psys, on est là pour ça, avec les infirmières, comme elles vous l'ont dit, dans cet accompagnement. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Et ils le disent, les patients, ils disent, quand même sauter, c'est quand même n'importe quoi. Et il y en a qui arrivent à dire, mais c'est pas normal ça. Et il faut être fou. Et en même temps, c'est dire, oui, on arrivait là, mais pourtant, j'allais pas bien avant. Mais de là à en perdre la raison, et c'est-à-dire, c'est l'accès tout d'un coup à dire, mais je me suis échappé à moi-même, j'ai perdu ma propre raison. Et en même temps, j'ai voulu me tuer, quelque part. Donc, c'est une question qu'il ne faut pas éviter, qu'ils ne peuvent pas éviter, et qu'il faut les accompagner à ce moment-là. Parce que la question après, c'est et après. Parce qu'ils peuvent sortir finalement en disant tout va bien. Mais au fond d'eux-mêmes, et c'est ce que Célia disait tout à l'heure, ou plutôt Séverine, sur la patiente qui, au moment de sortir, c'était Séverine, la deuxième, Séverine Bess, au moment de sortir, tout d'un coup, l'angoisse qui réapparaît, elle n'avait pas pu la cacher, celle-là. Elle n'a pas pu la cacher trop longtemps.
certains nous disent, et même beaucoup d'ailleurs, il fallait peut-être que j'en passe par là pour aller bien. Il y en a un, il m'a dit, en me parlant d'une de ses collègues qui a 15 ans, qui avait sauté, et lui, il avait 21 ans, et il m'a dit, j'ai sauté trop tard. J'aurais dû sauter beaucoup plus tôt, parce que maintenant, je vais bien. Et donc, j'aurais moins souffert longtemps. Bon. Non, mais on a beaucoup de verbatim comme ça, de cet ordre-là. La question qui se passe, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, mais comment, à la sortie, comment ça va se passer? Et l'idée, c'est comment je peux faire pour retrouver une place. J'allais mal avant, si je ressors même bien physiquement, est-ce que je suis sûr que je vais pouvoir continuer à fonctionner? Et donc, c'est toute la question de la reconstruction et de retrouver sa place. Et là, donc, il y a plein de choses qui se passent, donc, notamment entre patients, dans le groupe patient. Ouais. Ils disent un truc fabuleux qui est « entre nous, on se comprend. On ne se juge pas ». Et c'est toute la question qu'il y avait avant, cette impression que les autres les jugeaient, que c'est d'eux-mêmes, ils pensaient que les autres les jugeaient, qu'ils ne servaient à rien, qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils étaient, etc., etc. Et là, tout d'un coup, les choses changent. Alors, il y a 3 temps, en gros, durant l'hospitalisation. Le premier temps, c'est l'accueil, dont Célia a raconté tout à l'heure à l'arrivée dans le brancard. Ils sont dans la salle d'attente, sur un brancard, et là, il y a les autres patients qui arrivent en fauteuil roulant et qui lui disent « Salut, tu t'appelles comment? Tu as sauté de quel étage ?» Alors, ils savent qu'il va y avoir un entretien psy. Et là, premier réflexe, et ils le racontent après, ils disent « Ah ouais, mais quand ils m'ont dit ça, moi, je me suis dit, non, je ne suis pas comme eux. » Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont peur de ce qu'ils ont fait, mais je ne suis pas comme eux. Et puis, petit à petit, ils vont commencer à sympathiser avec les autres. Ils vont sortir de la chambre, ils vont commencer à se parler, ils vont commencer à avoir des liens entre eux. Et ils vont devenir un groupe, et c'est pour ça qu'ils parlent moins aux infirmières, c'est parce que maintenant, ils sont entre eux. Et c'est tout d'un coup, cette différence qui les avait fait s'exclure auparavant, c'est la différence qui va les unir. Et cette différence-là, après, il va falloir la jouer en sortant, et c'est toute la question de la séparation. Donc, Célia en a parlé un petit peu. Je continue d'accélérer. Ce qui restera. Comment? Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est la fin. Ce qui restera, c'est la cicatrice. Parce que, en fait, se soigner, c'est faire des images. La cicatrice, c'est une image. Une image de quoi? C'est une image du traumatisme. Si vous vous coupez, après vous cicatrisez, vous aurez toujours votre cicatrice. Et ce sera l'image de la coupure. Mais l'image de la coupure, ça sera aussi l'image du soin qui a été apporté, c'est-à-dire du pansement, de ce que vous aurez nettoyé, la plaie, et du pansement que vous aurez mis dessus. Et puis, dans les cas les plus importants, ça sera aussi l'image de la personne qui est venue vous soigner. Les enfants, quand ils sont petits, c'est leur maman qui les soigne, donc ils sont très contents parce qu'ils ont un câlin à ce moment-là. Quand on est beaucoup plus grand, et notamment adolescent, qu'on veut se séparer de ses parents, et qu'on avait l'impression qu'on était tout seul, et c'est là que les liens se créent avec l'équipe soignante, et c'est là qu'ils partiront et doivent partir avec ce souvenir du soin qui leur a été apporté, c'est-à-dire du souvenir du lien qu'ils ont fait avec les infirmières. Et là, ce qui est fondamental dans ce qu'elles ont raconté, les 2 collègues, c'est qu'au moment de la sortie, elles ont senti qu'elles allaient partir dehors et qu'elles avaient encore besoin de ce lien-là. Et on a plein d'histoires comme ça de patients qui nous rappellent juste après, au moment de la sortie, après être sortis, pour vérifier qu'en gros, qu'on est toujours là. Juste pour la fin, avant, je vivais au travers du regard de l'autre. Maintenant, j'ai mon libre arbitre. Et pour finir, donc, c'est la question du suicide, car pour moi, la question du suicide, c'est celle du rapport à l'autre. Et l'autre, c'est celui à qui on tente de parler jusqu'à la certitude d'être tout seul. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette expérience passionnante. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour une question, monsieur Bourreau. Une question? Une petite question, alors, rapide. Les autres interlocuteurs se préparent. S'il y en a. Alors, je peux en poser une peut-être, profitez. Moi, j'ai une petite question, docteur Lussieur, à vous poser, c'est très intéressant. Vous avez montré qu'il y a un certain nombre de ces patients qui ont un trauma crânien, d'autres qui n'en ont pas. Donc, j'imagine que ceux qui en ont eu, ils n'ont pas de souvenir de la chute. Est-ce que ça fait une différence dans la prise en charge, ceux qui ont ce souvenir persistant de l'événement et ceux chez qui c'est effacé? Alors, moi, je ne sais pas ce que Philippe dirait, mais moi, dans mon impression, c'est que ça ne fait pas tellement de différence. Le fait de ne plus se souvenir, au début, c'est est-ce que c'était un suicide? Je ne suis pas sûr que c'était un suicide. Mais au fur et à mesure, et de toute façon, ça c'est le travail, bon, bien sûr, sans doute avec nous, mais entre patients, ils disent mais arrête, mais si tu... Et ils finissent à un moment donné par dire
Parce que ce qui compte, c'est pas trop ça. C'est la souffrance d'avant qui, à un moment donné, amène. Voilà. Et l'idée, après, c'est mais comment je peux me reconstruire? Et c'est ça qui va revenir. Et je crois que là, ça gêne pas, en fait. Les gros traumas crâniens, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand il y a des gros troubles cognitifs qui arrivent avec. Et là, c'est voilà, c'est complexe. Merci. Messieurs les professeurs, monsieur le docteur, mesdames les infirmières, merci beaucoup de cette table. Je pense qu'on peut les applaudir.